mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h32 sur studiokalita.com, l'heure de la revue de la presse des médias et des sites d'information sur studiokalita.com. Et nous commencerons cette revue de la presse par le site NRG qui a fait hier une révélation qui, si elle se confirme, pourrait bien marquer un tournant majeur dans les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, selon le correspondant politique de ce site, Ariel Kahana. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed ibn Salman, aurait effectué la semaine dernière une visite secrète en Israël à la tête d'une délégation de hauts fonctionnaires du ministère saoudien de la Défense. Dans le cadre de cette visite, il aurait même rencontré Binyamin Netanyahou, probablement dans la journée de mercredi dernier. Côté officiel israélien, on se refuse à commenter cette information ou à la confirmer même, mais plusieurs indices permettent de penser que cette rencontre a bel et bien eu lieu, et en particulier la déclaration que nous avons déjà mentionnée de Binyamin Netanyahou qui, la semaine dernière, ce même mercredi, avait affirmé dans le cadre d'un toast porté à l'occasion de Rosh Hashanah devant les diplomates du ministère israélien des Affaires étrangères que jamais les relations entre Israël et les pays sunnites modérés arabes n'avaient été aussi étroites. Apparemment, Binyamin Netanyahou a fait cette déclaration quelques heures à peine après avoir rencontré donc le prince Mohammed ibn Salman à Jérusalem. Le site NRG croit savoir que les Saoudiens ont accepté cette visite dans le cadre d'un projet saoudien visant à obtenir du Fonds monétaire international un prêt très substantiel. Or, le FMI poserait comme condition à l'obtention de ce prêt une reconnaissance par l'Arabie Saoudite de l'État d'Israël. Pour l'instant, donc, pas de confirmation de cette information du côté israélien, mais bien entendu, si elle devait se confirmer, eh bien, cela provoquerait une sorte de mini tremblement de terre dans les relations diplomatiques entre Israël et des pays arabes modérés comme les pays du Golfe Persique en particulier. Les journaux reviennent sur le rapport présenté hier en Conseil des ministres par le chef du Shin Bet, Nadav Argaman. Un rapport, nous en parlions il y a quelques instants avec Maxime Pérez, qui révèle que depuis le début de l'année 2017, le Shin Bet a déjoué quelques 200 attentats terroristes et qu'au cours des 2 seuls mois de juillet et d'août dernier, il a démantelé 70 cellules terroristes. Mais à côté de ces données qui prouvent son efficacité, Nadav Argaman a également fait quelques constatations plus préoccupantes pour le Shin Bet. La première est que lorsque des attentats tels que celui du 14 juillet sur le mont du Temple se produisent, bien cela provoque un effet de boule de neige et le Shin Bet doit faire face alors à une vague de tentatives d'attentats souvent plus planifiées, ce qui l'oblige à beaucoup plus de vigilance et d'ingéniosité pour lutter contre les terroristes. Enfin, le Shin Bet est persuadé que le Hamas se renforce militairement en perspective d'une nouvelle confrontation avec l'État d'Israël. Apparemment, il ne se renforce pas seulement dans la bande de Gaza, mais également au sud Liban, dans le cadre de son rapprochement très net ces derniers mois avec les Iraniens. À propos du Hamas, la radio israélienne souligne ce matin que la direction du mouvement intégriste est actuellement au Caire pour déterminer les modalités de la coopération avec les autorités égyptiennes, en particulier le long de la frontière commune entre la bande de Gaza et l'Égypte. Et dans le cadre de cette rencontre, on a appris que l'Égypte pourrait servir de médiatrice entre Israël et le Hamas dans les pourparlers visant à permettre la restitution des corps des 2 soldats d'Argoldin et Oron Shaul et la restitution également des 2 civils israéliens qui sont détenus par le Hamas, dont Abera Mengistu, dont on parle beaucoup au cours des derniers mois. Donc l'Égypte pourrait servir de médiatrice dans ces tractations extrêmement laborieuses. Et puisque nous parlons de terrorisme et que nous sommes le 11 septembre 2017, le Yediot Aharonot publie dans son supplément quotidien le témoignage de Liat Levin-Er, l'épouse de Shai Levin-Er, un Israélien qui avait réalisé le rêve américain, qui était un broker très coté à New York. Le bureau de Shai se trouvait au 103e étage de l'une des 2 tours jumelles du World Trade Center. Le premier avion qui a percuté la tour a frappé au 99e étage et Shai a péri dans ces attentats du 11 septembre. Sa veuve, donc Liat, regrette que Shai n'ait pas pu voir grandir Sapir, leur fille
qui était bébé lorsque son père a été assassiné, qui a aujourd'hui plus de 16 ans. Quant au Israël Hayom, il publie un éditorial du docteur Gadi Ritman qui dresse 16 ans après cette terrible journée du 11 septembre où l'Amérique a découvert ce qu'était le terrorisme islamiste, un état des lieux. Pour lui, beaucoup de progrès ont été accomplis dans la lutte contre le terrorisme depuis le 11 septembre. Les pays occidentaux ont appris à vivre avec cette menace et à la combattre, mais cela ne suffit pas à juguler le fléau. Et celui-ci réapparaît sans cesse sous diverses formes, comme celle de Daesh, qui frappe des pays comme la France, la Grande-Bretagne et la Belgique. Écrit donc ce matin Gadi Ritman dans le Israël Hayom. Et puis, 3 jours après que le conseiller juridique du gouvernement ait annoncé son intention de l'inculper pour fraude et abus de confiance, Sarah Netanyahou a tenu hier soir, avant de s'envoler avec son époux vers l'Amérique latine, à remercier tous ceux qui lui ont manifesté au cours des derniers jours leur soutien. Ce soutien de milliers de personnes en Israël et dans le reste du monde me permet d'avoir la force de continuer à faire les choses véritables que je fais pour tous ceux qui ont réellement besoin de cette aide, a déclaré Sarah Netanyahou. Je souhaite à tous et à toutes Shana Tova, donc a déclaré l'épouse du Premier ministre qui est apparue donc peu avant de monter dans l'avion aux côtés de Binyamin Netanyahou pour se diriger donc vers l'Argentine. Première étape de leur périple en Amérique latine. Dans ce contexte, le Israël Hayom a décidé de se pencher sur les frais de repas gourmets des prédécesseurs de Binyamin Netanyahou à la présidence du Conseil, tout en précisant qu'à leur époque, le contrôleur de l'État ne faisait aucune vérification sur les dépenses en repas du Premier ministre, de son épouse ou des épouses du Premier ministre. Le journal a réussi à obtenir une facture de près de 30 000 shekels pour un seul repas commandé donc dans un restaurant prestigieux de Jérusalem par l'ex-premier ministre Ehud Olmert. 30 000 shekels, souligne le Israël Hayom, c'est la moitié des dépenses totales reprochées à Sarah Netanyahou pour l'année 2010. Une manière pour le journal de préciser que Sarah Netanyahou n'a pas été la première à faire des dépenses jugées importantes en matière de restauration à la résidence du Premier ministre israélien. Les sites d'information annoncent qu'après avoir suscité une très vive polémique dans diverses parties de la population israélienne, le fils du Premier ministre Yair Netanyahou a retiré hier de sa page Facebook la caricature au relent antisémite qu'il avait postée avant-hier, Shabbat, et qui tendait à prouver qu'un bras invisible, celui du milliardaire juif George Soros, tentait de faire chuter le régime israélien de Binyamin Netanyahou. Le Yediot Aharonot, qui ne rate pas une occasion de s'en prendre à la famille Netanyahou, insiste sur le fait que ce poste a été repris par les racistes du Ku Klux Klan aux États-Unis et publie ce matin une caricature dans sa page éditoriale dans laquelle on voit Yair Netanyahou porté en triomphe sur les épaules de membres du Ku Klux Klan que l'on reconnaît parce qu'ils ont revêtu leur fameuse tenue et leur cagoule effrayante. En marge, Dror Idar, un éditorialiste du Israël Hayom, parle en première page de l'hypocrisie de certains journaux israéliens qui se sont empressés de qualifier cette caricature d'antisémite et qui oublient qu'eux aussi ont dans un passé récent publié des titres à connotation antisémite pour le seul plaisir de salir des personnalités israéliennes qui n'étaient pas de leur bord politique. Fin de citation. Le site Walla dresse ce matin un portrait de celui qui a été récemment encore considéré comme le Robin des Bois des supermarchés israéliens. Il s'agit de Rami Levy. Depuis près de 30 ans, Rami Levy est devenu l'homme qui a fait baisser les prix de l'agroalimentaire en Israël et pour avoir ainsi aidé. Et donc, il est considéré comme l'un des soutiens majeurs des couches sociales défavorisées. En mai 2015, il avait même à ce titre allumé l'un des 12 flambeaux, symbole de la réussite et de la reconnaissance de la société israélienne pour son action. Des flambeaux qu'il avait allumés, dont un flambeau qu'il avait allumé le jour de Yom HaAtzmaut. Mais parallèlement, Rami Levy a eu des démêlés avec la justice et hier encore, il a été longuement interrogé par les enquêteurs de la police israélienne qui le soupçonnent de trafic et de fraude et d'abus de confiance. Le Yediot Aharonot revient ce matin sur une demi-page sur l'agression dont ont été victimes à Livry-Gargan le président de Siona, Roger Pinto, son épouse et leur fils. Le journal relate le drame, comment les agresseurs ont attaché Roger Pinto et sa famille, comment ils les ont attaqués avec violence en mentionnant à plusieurs reprises le fait qu'ils étaient juifs. Une information qui nous vient donc de France et qui est répercutée assez massivement ce matin dans le Yediot Aharonot. Et puis, événement émouvant répercuté par le Israël Hayom ce matin, un événement qui s'est produit hier à Sighet en Roumanie. 2000 personnes ont participé à une marche organisée à la mémoire de l'écrivain Elie Wiesel, qui est né dans cette ville de Roumanie et qui est décédé il y a 1 an et 2 mois. Le Israël Hayom mentionne
qu'à l'issue de cette marche, le consul honoraire de Roumanie en Israël, Tzvi Berkovic, a dévoilé une plaque mentionnant le fait que le prix Nobel de la paix était né dans cette localité et en avait été déporté pendant la guerre. Cette marche a été organisée par plusieurs organisations juives. Et puis le Yediot Aharonot publie dans sa page éditoriale un édito de notre ami Noar Kiliger qui relate qu'il était, il y a quelques jours encore, dans le camp d'Auschwitz pour la 151e fois depuis qu'il a quitté ce camp en janvier 1945 pour la marche de la mort. Et Noar Kiliger de critiquer l'installation face au camp d'Auschwitz d'un hôtel luxueux qui accueille une partie des millions de visiteurs qui se rendent dans le camp de concentration nazi. Noar Kiliger, qui était cette fois-ci en Pologne dans le cadre de l'Assemblée générale de la Conférence internationale d'Auschwitz, dont il est le vice-président, a constaté que tous les membres de cette conférence étaient aussi choqués que lui par l'emplacement de cet hôtel. Changement de pays, changement de décor, le Festival israélien de Londres, qui présente aux Britanniques les créations israéliennes dans divers domaines, comme celui de la restauration gourmet, nous en parlions dans un autre contexte, a été le théâtre hier d'une manifestation de militants BDS qui ont critiqué la politique d'Israël en Judée et en Samarie et ont appelé à soutenir ce qu'ils ont appelé la Palestine et à boycotter l'État hébreu. Cette manifestation a perturbé le festival, mais le site Ynet, qui en parle, souligne que le chef cuisinier israélien Chaim Ben Adrete a décidé de réagir positivement. Il est allé au-devant des manifestants et leur a offert des mets israéliens traditionnels. Laissez tomber la politique et venez manger quelque chose, leur a-t-il lancé. Certains de ces manifestants qui d'ordinaire pestent contre l'État d'Israël, eh bien, se sont laissés tenter et se sont retrouvés à consommer certains des produits israélien. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. C'est également la fin de cette heure d'actualité sur studiokalita.com. Vous allez retrouver dans quelques instants les programmes de Cathy Choukroun, de nouvelles émissions de Cathy Choukroun sur studiokalita.com. Je vous souhaite de passer une agréable journée. On se retrouve demain matin. Shalom, shalom, à demain. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.